Super. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle thématique. Comme vous le savez, nous sommes sur une chaîne de développement personnel pour spécialiser dans les problématiques liées à la femme noire, pour réfléchir, observer et trouver des réponses sur différentes thématiques. Et la thématique d'aujourd'hui est pourquoi certaines femmes noires en entreprise perdent et ne font pas carrière et restent à des postes subalternes ou même parfois ne sont même pas embauchées sur certains postes. Et je reviens de nouveau avec l'ouvrage de Jean-François Damadieu, Le poids des apparences, qui s'est donné la peine d'analyser un certain nombre de phénomènes de notre société. Et moi, je vais, en fonction de son travail, analyser dans un contexte un peu plus micro, euh, c'est-à-dire la femme noire, pourquoi ça marche pour elle, pourquoi ça ne marche pas, qu'est-ce qui est un atout, ce qui ne l'est pas, etc. Bon, vous m'avez compris, j'ai fait un certain nombre de vidéos déjà dessus. Et là, concernant le milieu de l'entreprise, eh bien, il insiste, il est extrêmement formel, hein. L'apparence, c'est extrêmement important, notamment dans le processus de recrutement. Bien sûr, en France, c'est extrêmement tabou parce que il ne faut absolument pas que ça altère le processus de recrutement. Cependant, les recruteurs en tiennent compte énormément et ça peut être conscient et inconscient, mais de manière très consciente, on va dire clairement, en tout cas c'est ce qu'il dit, ils en tiennent compte. Parce que ce sont des êtres humains déjà et ben, il l'a très bien dit, séduire, être beau, ça rapporte de l'argent, ça fait vendre. Et il l'explique dans tous les domaines d'activité en fait. Et c'est là où ça m'a beaucoup étonné parce que moi j'étais persuadée que c'était plutôt dans les médias, plutôt dans la vente. Et lui dit non, partout, absolument partout. En effet, il dit que le rôle de l'apparence physique dans le cadre du travail demeure mal connu dans tous ses détails. En effet, on a tendance à penser qu'il faut un bon diplôme, il faut un bon CV, il faut savoir être bien habillé. Et lui, il explique que non, c'est beaucoup plus complexe que cela. Il faut pas que un savoir faire, un savoir être. Il dit il faut un savoir. Enfin, je vais mieux vous l'expliquer. Il dit que son importance est cruciale, non seulement au moment de l'embauche, mais aussi dans la bonne intégration au sein de l'entreprise. En effet, si parfois on ne vous recrute pas parce que physiquement, même si vous avez tout, ils se disent en fait vous n'allez pas vous intégrer parce que votre physique ne sera pas en accord avec la culture de l'entreprise. C'est clairement ce qu'il explique. C'est juste effarant. Et il dit que l'évaluation des performances et du potentiel ou encore dans le déroulement de la carrière joue énormément en fonction de sa beauté, de son apparence. Mais c'est très tabou, c'est pas tellement dit. Je pense que dans certains domaines c'est évident, mais dans d'autres on pense que ça ne joue pas, mais ça joue énormément. Et il dit qu'il faut mettre en évidence l'importance des codes physiques et vestimentaires. Et c'est risqué de nuire à la crédibilité du processus d'embauche. Je vous l'ai déjà dit, en fait, on ne le dit pas, on ne l'évoque pas, c'est très tabouisé parce que on ne veut pas altérer le processus d'embauche. Et si en plus tu dois te dire, lorsque tu dois aller à un entretien, que tu risques de perdre parce que physiquement tu ne corresponds pas à un certain standard de beauté, autant. Voilà. Donc il dit que les recruteurs sont très fortement influencés par le physique des candidats, mais qui ne l'admettront pas volontiers. Donc il dit qu'il faut aussi connaître ces codes, hein, parce que ça favorise une meilleure cooptation entre les individus qui appartiennent à la même catégorie sociale, voisine ou identique. Il dit qu'en fait, ça permet, en fait, c'est plus utile et plus efficace en fait, parce que ils vont se reconnaître entre eux. Du coup, ça va mieux fonctionner. D'ailleurs, il dit c'est même parce qu'ils ne sont pas maîtrisés par tous les candidats qu'ils fonctionnent comme des critères de connaissance efficace. En effet, comme beaucoup de gens ne savent pas tout ça, eh bien, ceux qui le savent vont gagner d'avance parce que entre recruteurs et candidats, ils vont se reconnaître. C'est comme ça. Il y aura des codes vestimentaires, physiques, qui font que les recruteurs vont tout de suite savoir c'est lui. Ce ne sera pas forcément que parce qu'il a des beaux diplômes ou de l'expérience. Et en fait, le fait que je vous le dise et que lui le mette dans son livre, il vient de le dire, c'est mettre au jour un des critères clés de la sélection et du filtrage utilisé par les recruteurs. Ouais. Et maintenant que vous le savez, si plus de monde le savent, ça risque de perdre en efficacité du coup. Mais bon. Donc ils disent que les chefs d'entreprise sont de plus en plus préoccupés par l'apparence de leurs salariés. Ça a toujours été comme ça, même à l'époque de Zola, il dit.
mais ils le sont de plus en plus, probablement à cause de la mondialisation. Il y a beaucoup plus d'argent à se faire, forcément. Et il dit que les entreprises attachent une importance croissante à l'aspect corporel de leurs employés, sans parler de la beauté physique, la taille et le poids, la façon de s'habiller ou de se coiffer, le port de la barbe ou de bijoux chez les hommes comme chez les femmes. En fait, tout ça, ça peut être des atouts ou des handicaps. Ouais, c'est juste fou. Donc en gros, si les critères de beauté des femmes sont le standard occidental, il va sans dire que si on a un afro ou si on a une certaine couleur de peau, certains traits beaucoup plus négroïdes, la probabilité que l'on fasse carrière est extrêmement faible. Et il y a toujours des exceptions, on l'a vu chez Sibeth, Ramayad, etc. Mais après, il faut comprendre qu'il y a aussi d'autres enjeux politico qui se mettent en place, qui, ne, qui font aussi peut-être qu'elles sont aussi là, en plus de leur talent, leur mérite, bien sûr. Ouais. Donc aux États-Unis, 50% des employeurs déclarent qu'une apparence physique séduisante est un critère important pour occuper le poste pour lequel ils viennent de recruter. 11% juste que c'est très important et 39% que c'est plutôt important. Donc c'est très important. En France, ils sont un peu plus hypocrites, hein. Ils ne le disent pas, mais c'est pareil qu'aux États-Unis, il ne faut pas rêver. Si vous regardez bien dans certains postes, les personnes qui sont là sont juste magnifiques, sont très beaux, sont même souvent au-dessus de la moyenne, il n'y a pas de doute. Et forcément, c'est eux qui gagnent le plus d'argent. Voilà. Et il dit en plus que les évolutions en raison du travail imposent une attention encore plus accrue quant à la mise en scène de soi. Et ça commence dès l'entretien d'embauche et ça se poursuit dans le travail au quotidien. Donc en fait, vous devez toujours être au top. Et Instagram n'a pas arrangé les choses. Il dit que la communication y tient une place accrue. Forcément, si vous êtes une femme noire, vous avez des traits négroïdes, vous n'avez pas les cheveux adéquats, vous n'avez pas le corps adéquat. Et en plus, en matière de communication, vous n'êtes pas issu d'un milieu aisé, donc vous n'avez pas certaines habilités oratoires et l'art de la rhétorique et tout ce qui va avec, d'élocution et autres. Bah, vous allez perdre. Ça se trouve, vous n'allez même pas vous faire recruter. Si vous faites recruter, vous n'aurez pas certains postes. En tout cas, vous aurez beaucoup de mal à faire carrière. Ouais. Ouais. La communication y tient une place accrue, ce qui explique que l'apparence corporelle et vestimentaire ait pu acquérir un statut primordial parmi les critères d'évaluation des candidats et des salariés. Il dit que c'est plus une affaire de compétence dans le sens où, comme j'ai dit, de savoir faire quelque chose ou d'un savoir-faire, c'est plutôt de l'ordre du savoir-être. Là maintenant, on est passé à un autre niveau. Il faut savoir être. Si tu l'as pas appris de là d'où tu viens, tu fais comment? Et c'est ce qui explique que beaucoup de femmes noires perdent. Parce qu'elles ne savent pas. Elles peuvent s'inspirer de certains modèles, mais après, il y a des choses qui s'acquièrent intrinsèquement, c'est de l'inné. C'est pas toujours de l'acquis. Tu as vu tes parents, tes grands-parents fonctionner d'une certaine manière, s'habiller d'une certaine manière, à mettre en place certains codes, tu les mettras naturellement en place, ce sera vraiment de l'inné. Alors si toi tu les as pas, tu devras les acquérir, mais qui va te les enseigner? Ça c'est la question. Ok, tu peux être dans les grandes écoles, tu peux les côtoyer, mais certaines choses ne s'acquièrent que si on les côtoie au cœur, on est au cœur des choses. Donc en gros, tu pourras les acquérir une fois que tu auras épousé le fils ou la fille de quelqu'un de ce milieu-là. Mais si ce n'est pas le cas, moi que tu es ami et que tu es très très proche, c'est pas gagné d'avance. Hein. Et il le dit, de plus en plus les entreprises sont soucieuses de leur image et ça passe par les vêtements que porte le personnel. Hein. Pourquoi? Parce qu'ils seront en contact avec le client ou l'usager. Et en fait, finalement, il explique que c'est même pas l'entreprise qui est mise sous pression, qui met sous pression les salariés, c'est les clients. Parce que un client qui est beaucoup plus séduit par une belle figure, eh bien, il dépense beaucoup plus d'argent. Voilà. Et ils disent que en fait, ça reflète la culture de l'entreprise, de beaux employés, bien habillés, bien apprêtés, parce que ça évoque le dynamisme et la créativité de l'employeur, et ça permet de le valoriser. Donc le critère de l'apparence, ça veut dire en fait que le salarié a adhéré pleinement à la culture de l'entreprise. Donc en gros, si toi tu es une femme noire et que tu veux garder ton africanité et que ça ne fait pas partie de la culture de l'entreprise, c'est vu comme un acte de rébellion et d'une non-adhésion à l'entreprise. Ce
qui explique que beaucoup de femmes noires, lorsqu'elles veulent s'élever, faire carrière, rentrer dans certains cercles, ben elles vont mettre des tissages, même si elles n'en mettaient pas, parce qu'elles veulent vraiment montrer leur adhésion à la culture. On n'est pas là pour les juger, mais il faut comprendre ce qui se cache derrière. C'est pas si simple, hein. C'est un monde occidentalisé et très fortement, parce qu'il a été créé par eux, hein, il faut le dire. Par conséquent, on doit un peu s'adapter. C'est pas dire qu'on peut pas rester soi-même, mais il faut être réaliste. Être soi-même comporte des risques, comme perdre, ne pas avoir accès à certaines choses, se retrouver au chômage, tout simplement. Et il le dit, hein, c'est dur, c'est vendre, c'est ce que j'avais déjà dit. Ils disent qu'on a constaté que de leur côté, les clients préféraient également avoir affaire à des individus au physique agréable. Donc en fait, si tu ne corresponds pas en tant que femme noire aux critères de beauté, tu es vu comme un physique désagréable. Donc tu perds. Une étude a notamment montré qu'aux États-Unis, les avocats américains les plus séduisants étaient d'ailleurs ceux qui réalisaient le meilleur chiffre d'affaires. Ce sont également ceux qui s'installent le plus souvent à leur compte. Et les moins séduisants, en revanche, restent plus souvent simples employés et leurs revenus s'en ressentent. Dans ce métier, c'est la clientèle qui, plus encore que les employeurs, fait preuve de discrimination. Vraisemblablement, les juges et les jurés préfèrent aussi les avocats séduisants. Ouais, c'est comme ça. Les entreprises tirent de substantiels bénéfices de l'emploi des salariés séduisants. Cela permet la progression du chiffre d'affaires même si les salaires sont plus importants. Voilà. Et il explique très bien, en fait, le fait qu'un salarié rapporte énormément d'argent, ben, ça compense le coût salarial que l'entreprise verse dans les cotisations, etc. Hein. Et que l'entreprise débourse beaucoup d'argent pour attirer les salariés et pour les garder, et bien le fait d'employer des salariés qui sont très beaux, ben ça, ils vont récupérer leur investissement en fait. On va dire ça comme ça, grâce au capital beauté. Et il explique que dans la publicité, le capital beauté est très important, ça augmente nettement les parts de marché de l'entreprise. Et ils ont calculé, en fait, un professeur à Amermech, il a calculé que en fait, ça fait un profit supplémentaire de 5 fois plus que ce qu'ils ont versé pour payer les salariés les plus beaux. C'est juste hallucinant. Donc en fait, c'est là où je viens avec le racisme systémique. Je dis pas qu'il n'y a pas de racisme et de la discrimination. Forcément, on est des êtres humains, il y aura toujours de l'autrisme, du racisme et de la discrimination. Cependant, parfois, ce n'est pas que l'entreprise est raciste et ne veut pas faire en sorte que les employés noirs s'élèvent. Non, c'est tout simplement que, vu que les critères de beauté occidentaux de la mondialisation sont très précis, eh bien, certains employés ne correspondent pas à ces critères-là, eh bien, ils vont tout simplement pas faire carrière. Et forcément, comme le noir, l'homme noir, ben, n'est pas proche des critères de ces standards, on va dire ce qui est. L'homme noir, déjà, il y a sa peau. Euh, il fait face à plusieurs. Euh, il fait face aux effets halo. Comme je l'avais déjà expliqué, l'effet halo, c'est lorsque une caractéristique amplifie négativement ou positivement d'autres caractéristiques. Et comme je l'ai déjà expliqué dans ma vidéo, si une femme noire, ben, elle est noire, eh bien, elle va subir des effets halo négatifs parce qu'elle ne rentre pas dans les critères de beauté et on va lui attribuer plein de stéréotypes et de préjugés négatifs, moins performance, moins belle, saleté, etc., masculinité et tout. Et par conséquent, elle ne va pas faire carrière ou très peu vont faire carrière. Et après, vous vous demandez pourquoi les femmes plus claires ou les métisses y arrivent mieux. Mais parce qu'en fait, comme vous l'avez vu dans mes vidéos sur Néfertiti, l'Égypte antique, eh ben, Toutankhamon a élevé le buste de Néfertiti, sa femme Néfertiti, euh, au rang de beauté suprême, avec des critères, des calculs bien précis, qui ont été repris par l'Occident, ou en tout cas l'Occident a été très fortement influencé par l'Égypte antique. Par conséquent, une femme qui se rapproche des critères de Néfertiti ou qui est métisse, qui a forcément des traits qui vont être d'une certaine manière beaucoup plus aquilins et en plus qui est mince, qui a des cheveux, on va dire, pas crépus, on va dire, eh bien forcément, elle va rentrer dans ces critères et naturellement, elle va gagner. Elle aura un certain privilège, mais c'est pas qu'elle l'aura voulu, c'est sa génétique tout simplement, c'est pas de sa faute en fait. C'est comme ça. Du coup, elle fera beaucoup plus facilement carrière ou on va la mettre à certains postes clés parce qu'elle correspond à un standard de beauté précis qui est attendu, même pas forcément de l'employeur, hein, mais des clients. Et comme les clients sont influencés, on a tous un certain inconscient collectif
bah, ils sont forcément influencés par ça. Donc forcément, de manière systématique, c'est toujours les mêmes qui gagnent, on va dire. D'où on parle de racisme systémique, mais je pense pas que c'est vraiment. Enfin, c'est pas que c'est pas dur. Enfin, c'est là où ça devient tricky, il faut bien me comprendre. C'est que, ben, il y a l'inconscient collectif, il y a des critères de beauté en place. Les renverser, ça va prendre des générations probablement. Et à la fin, c'est le peuple hein, qui valide. Hein. Le peuple peut dire non, mais le peuple les a validés pleinement. C'est inscrit intérieurement. Donc, forcément, on va pas forcément mettre une femme noire d'une certaine manière avec certains traits parce que elle ne va pas rapporter d'argent. En gros, le noir ne fait pas vendre. On va dire ça comme ça. Donc, plus simplement, le sourire est un bien précieux pour une entreprise. Donc, voilà, le sourire et une belle apparence inspirent confiance et suscitent la sympathie. Ça, je l'avais déjà dit. Une belle femme, très belle femme, avec les critères de beauté, de la mondialisation, etc. Pourquoi elle sera choisie par un homme alpha, riche, beau ou riche, tout simplement, même s'il a un physique ingrat, c'est parce qu'elle va euh, influencer cet homme dans le sens où cet homme signalisera au monde extérieur sympathie et intelligence grâce à sa femme magnifique. D'où le choix de femmes souvent belles et magnifiques. Et jeunes, bien sûr, parce que la jeunesse souvent est attribuée la beauté. Donc voilà. Et dans le secteur du luxe, hein, et prends ça comme exemple, effectivement, j'ai déjà travaillé dans le luxe, on privilégie les femmes les plus belles, vraiment. Cela, voilà. Donc il dit que dans certains sports aussi, en effet, il y avait dans le tennis hein, féminin, au début c'était très masculinisé, hein, on l'a eu avec Billie Jean, hein, King, mais après ça s'est beaucoup plus féminisé. On a vu que ça pouvait être un atout incontournable d'avoir des tennis women magnifiques et women magnifiques. Et on a eu Anna Kournikova et Martina Hingis qui ont fait en sorte qu'on s'intéresse de plus en plus au tennis, notamment féminin, car elles étaient tout simplement magnifiques et il explique qu'elles ont figuré dans le commitment list des organisateurs de tournois, c'est-à-dire les 20 joueuses susceptibles d'attirer le public pour d'autres raisons que leurs résultats sportifs. D'où la grande frustration de Serena Williams, qui était une femme noire avec un physique très musclé. En gros, elle n'était absolument pas évaluée comme étant dans les standards de beauté souhaités et elle avait très peu de demandes publicitaires, il me semble. En tout cas, il y avait eu un problème comme ça avec sa sœur aussi. Elle en souffrait beaucoup, elle était très moquée, etc. etc. Parce qu'on la trouvait trop masculine en fait. Et ouais, malheureusement, c'est vrai que ça peut sembler injuste, mais après, voilà, on choisit pas toujours certaines règles. Donc, il dit que par rapport aux tennis women, leur cœur est un élément essentiel de la promotion dans des activités, des métiers où le sex appeal n'est pas a priori un facteur de réussite. Ouais. Ils disent que dans le marché de l'édition aussi, on se demande toujours pourquoi il n'y a pas de femmes noires beaucoup plus mises en avant. Et bien, ils disent que la médiatisation dans la presse et à la télévision favorise évidemment les auteurs au physique agréable. En effet, si vous observez bien, les femmes souvent qui sont autrices sont souvent mises en avant, leurs ouvrages en avant, elles sont souvent, pour la plus grande majorité, très très jolies. En tout cas, elles se rapprochent très fortement des critères de beauté attendus. Ils disent que la réussite littéraire aussi est due aussi parfois à l'apparence. Et d'ailleurs, en Grande-Bretagne, dans un jury littéraire, ils ont même introduit Jerry Hall, une ancienne mannequin. Jerry Hall, c'était l'ex de Mick Jagger, il me semble. Ils disent que le charme fait vendre. Enfin, il dit que le charme fait vendre. Et en gros, pour finir cette vidéo, il dit que une école Wharton School, hein, il me semble que Wharton School, un des enfants de Donald Trump a fait la Wharton School, a permis d'établir que les beaux gagnaient entre 8 et 12% de plus que ceux dont le physique est moins agréable. Cette règle vaut plus encore pour les hommes que pour les femmes. Ces résultats suggèrent de recruter en conséquence les équipes de négociateurs en fonction de leur beauté. Donc, en gros, vous m'avez compris, j'ai vraiment tout expliqué. Pourquoi la femme noire peine à faire carrière ou parfois ne fait pas du tout carrière ou parfois n'est même pas embauchée ou recrutée, c'est parce que c'est pas toujours à cause d'un certain racisme systémique, hein, même si vous pouvez l'appeler comme ça. C'est tout simplement qu'il y a certains critères de beauté en place qui permettent de générer énormément d'argent et si elle n'a pas les critères adéquats, eh ben ça ne marchera pas. Et même si elle les a, le fait d'être noire
peut aussi être un frein parce que être noir n'est pas vendeur, ne fait pas partie des critères de beauté de la mondialisation, il faut dire ce qui est. Bon, à part si, comme j'ai déjà dit, on a la beauté de Iman, on a la beauté de Naomi Campbell, Absatoussi, hein, on va dire ça comme ça, Rokia Traoré. Et souvent, pourquoi elles font partie des femmes ayant des salaires bas, pour ça va aussi pour les hommes noirs, bah, c'est parce qu'elles ne prennent pas forcément des critères de beauté. C'est pas toujours la seule raison, mais c'est une très grande explication et ça prend de plus en plus de pas de nos jours avec tous les phénomènes des réseaux sociaux où l'apparence est primordiale. Le culte du narcissisme et à son paroxysme, c'est vraiment cette époque. On est vraiment dans cette époque. Par conséquent, la femme noire ne gagne pas ou très peu de femmes noires gagnent, on va dire ça comme ça. C'est vraiment les plus belles femmes noires qui vont gagner beaucoup plus que celles qui ne le sont pas. Et concernant les métis, bah, j'ai déjà expliqué, les métis, c'est un mélange entre le blanc et le noir. À la fin, ce mélange se rapproche beaucoup plus de l'homme caucasien. Et forcément, bah, avec les traits qui seront beaucoup plus aquilins, si elles sont minces, bah, elles vont beaucoup plus gagner. Et même si elles ne le sont pas, elles vont beaucoup plus gagner aussi parce que bah, elles se rapprochent toujours des critères attendus. Et le game a été voulu comme ça. Maintenant, je pense que pour changer ça, il faudra certainement beaucoup conscientiser, sensibiliser. Ça prendra certainement des générations. Il faudra aussi que, comme on le voit en Afrique du Sud, au Rwanda, au Nigeria, pourquoi les femmes noires peuvent rester elles-mêmes et authentiques, bien qu'elles ont quand même une influence de l'Occident, de la mondialisation, il ne faut pas rêver. C'est parce qu'elles sont dans leur pays et ce sont des pays qui se sont élevés malgré tout. Et ça reste en Afrique, donc elles peuvent rester elles-mêmes d'une certaine manière. Cependant, dans un climat beaucoup plus occidentalisé, à moins qu'elles aient un pouvoir elles ont un capital financier extrêmement important, une certaine position sociale importante, elles vont devoir se soumettre au dictat parce que c'est la majorité qui dicte les lois, la classe dominante. Mais si tu es une femme nigérienne qui est issue d'un milieu riche, tu as pu faire de belles études, parce que Nigeria a le pétrole, ça aide, eh bien, tu peux rester toi-même avec tes formes et ta culture africaine. C'est pareil pour les Africaines du Sud, pareil pour les Rwandaises. Voilà, vous m'avez compris, en gros, la femme noire ne gagne pas parce qu'elle ne rentre pas dans les critères de beauté standard. C'est un début d'explication, il n'y a pas toujours que ça, mais c'est, selon le livre de Jean-François Amadieu, une très grande explication. En tout cas, c'est un élément à tenir compte, à ne pas négliger. D'où l'importance de se féminiser et d'essayer de faire de son mieux pour se rapprocher, en tout cas, si on veut gagner en Occident. Si on ne veut pas gagner forcément en Occident, vous pouvez toujours, comme je l'ai dit, quitter l'Occident, aller dans des pays occidentaux où il y a un peu plus de tolérance et d'acceptation sur certains critères. Vous n'y échapperez pas totalement, mais en tout cas, ça pourra fortement vous aider. Voilà. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!